Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enregistre un nouvel épisode et j'ai l'honneur de pouvoir recevoir aujourd'hui Tony Bush. Salut Tony. Salut Sébastien, comment tu vas ? Écoute, je vais bien. Très content de pouvoir te recevoir sur l'épisode et pour pouvoir échanger avec toi sur la thématique du mental. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Bien entendu, alors avant tout, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Comme tu l'as dit, moi c'est Tony Bush, j'ai 30 ans et je suis le fondateur d'une start-up que j'ai créée en 2019 qui s'adresse aux sportifs qui pratiquent des pratiques outdoor et extrêmes dans le but de leur apporter des solutions sur un besoin spécifique qui n'est pas exprimé naturellement après avoir beaucoup échangé avec eux, c'est-à-dire le secourisme. Comment pouvoir réagir dans une zone isolée si jamais il se passe quelque chose d'imprévisible. Et avant cela, j'ai un passé professionnel qui m'a mené vers ce domaine du secourisme, parce qu'aujourd'hui, pour trouver le secourisme intéressant, attractif et stylé, il faut avoir déjà un pied dedans et une fibre. J'ai passé 10 années au sein des forces spéciales, dans la marine, chez les commandos marines. Ok, donc du coup, je pense qu'il faut avoir un bon mental pour pouvoir rester aussi longtemps chez les commandos dans la marine. Alors, il faut un bon mental, c'est pour ça que ton invitation, elle a été censée pour moi, et puis quand on a échangé en off, ça a directement matché. Donc effectivement, le mental, c'est quelque chose qui me parle, mais comme tu le dis très bien dans les épisodes que tu fais avec les différents invités, on a chacun une perception différente du mental, donc ce sera intéressant d'en discuter. Bon, très bien. On va commencer tout simplement, comme je fais d'habitude dans cette saison 2, par un petit portrait chinois, si tu en es d'accord. Ça permettra aux auditeurs d'un peu de situer quels sont tes goûts et tes couleurs. Avec plaisir. Alors, on est parti. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle, Loïc ? Eh bien écoute, est-ce que c'est une question sensée que tu me poses après avoir échangé avec toi ? Comment veux-tu que je choisisse une autre que le vert ? Le vert parce que c'est la couleur du béret que j'ai porté pendant 10 années, la couleur des bérets verts des 177 Français qui ont débarqué, et les seuls Français le 6 juin 44 en Normandie. Donc une couleur que j'ai poursuivie et pourchassée pendant pas mal de temps à mon adolescence. C'était mon premier objectif professionnel. Et puis le vert m'accompagne encore aujourd'hui. C'est la couleur de l'espoir, la couleur de la chance. Et dans la réussite, il faut provoquer beaucoup de chance. Donc j'aime beaucoup cette couleur, le vert. On valide le vert. Si tu devais choisir un livre... Je me suis mis à lire de plus en plus après avoir quitté l'institution militaire, après avoir eu un peu plus de temps et après avoir eu besoin d'élargir et de développer mes compétences. Je choisirais le livre de Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, qui est un livre qui traite de la neurosagesse et de la neuroergonomie. Ce livre m'a beaucoup inspiré pour développer émotion et je me suis servi de quelques références qui ont très 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 bien résonné en moi pour développer
cet aspect de rendre le sujet attractif, parce que c'est ça que je fais aussi avec émotion, au-delà de m'adresser aux sportifs, c'est de faire en sorte que ce sujet devienne quelque part cool et qu'on s'y tourne naturellement. Donc sans hésiter, ce livre-là. Ok, je ne connaissais pas, je l'ai pas lu. On ira l'acheter et le lire. Tu devais choisir une fleur, tu choisirais laquelle? Pour le militaire. C'est des choses que je fais pas souvent, ça. À part pour me faire pardonner, c'est ça qu'on dit, non? Si je dois choisir une fleur, je choisirais l'iris. L'iris parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que je trouve ça très joli. Et si je ne me trompe pas, je crois que iris, c'est un mot grec qui veut dire arc-en-ciel, en rapport avec cette fleur. Et donc, je sais que dans ma famille, il y en avait assez souvent. Et c'est pour ça que je la choisirais. Alors, un peu plus dur maintenant, si tu dois choisir un objet, lequel tu choisis et pourquoi? Je t'avoue que la question de la fleur était plus difficile pour moi. L'objet, je choisirais sans nul doute peut-être le téléphone, parce que le téléphone m'a accompagné dans mes déplacements à l'étranger, dans ma première vie professionnelle, et me permettait d'être au contact des gens que j'aime assez souvent. Donc on parle là de téléphone satellite et pas de téléphone portable, type Iridium par exemple pour ceux qui connaissent. Et puis aujourd'hui, le téléphone me permet de développer ma nouvelle activité et d'échanger avec des personnes extraordinaires, des sportifs de haut niveau, des gens qui ont été aux Jeux Olympiques derniers, une personne qui est championne du monde de parcours, championne du monde d'apnée en la personne de Johan Touro, vice-championne du monde d'apnée, pardon. Donc oui, le téléphone aujourd'hui me sert tous les jours pour travailler. C'est vrai que cette facette de mon nouveau métier qui est d'échanger avec des sportifs de haut niveau me plaît beaucoup et c'est un petit peu, comme j'aime le dire, le moment de récréation de ma journée ou même de ma semaine. Monte un cran. Si tu dois choisir une innovation. Si je dois choisir une innovation, je choisirais la canette de soins émotion, qui est un produit qui sort de ma tête et qui est maintenant réalisé, physique et en vente. Donc, je suis très fier de ça. C'est quelque chose que j'avais à cœur de réaliser dans cette nouvelle vie, de créer des choses à partir d'un sentiment, d'un besoin qui a été établi et de mettre cette chose-là sur pied, de la sortir de ma tête et de voir qu'il y a du sens et que ça plaît à beaucoup de monde. C'est gratifiant, ça donne beaucoup de motivation, beaucoup d'espoir. Et donc j'ai bien dit canette de soins ou canette de secours, il y en a qui l'appellent différemment. C'est une canette où dedans il y a des éléments de premier secours, c'est-à-dire tous les moyens de stopper une petite blessure, de prendre en charge une petite blessure liée au sport. Et le but d'avoir rassemblé ça dans une canette qui est en plastique et imprimée en impression 3D du côté de Marseille, c'est de faire écho à Red Bull, parce qu'aujourd'hui, Red Bull donne des ailes dans les sports extrêmes et est connu comme référence avec ce slogan. Eh bien moi, j'ai l'ambition avec émotion de protéger les ailes de ces sportifs pour donner accessibilité à ce matériel, lui redonner une jeunesse, un côté innovant. J'ai choisi de rassembler ça dans une canette qui a le trompe-l'œil parfait d'une canette de soda et où même sur l'étiquette, les éléments que l'on y retrouve sont en relation avec les premiers secours, c'est-à-dire qu'à l'endroit où tu retrouves le sodium normalement, le fer, le sucre, eh bien tu vas y trouver des réactions à adopter face à une situation qui est imprévisible pour pouvoir continuer ton activité tranquillement. Ok, c'est vrai que je regardais tout à l'heure ta canette et c'est vrai que la première impression que j'avais, c'est que je me demandais déjà qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais tu viens de nous le dire. Deux, je me demandais si ça se buvait parce que ça me faisait vraiment cet effet canette qu'on va décapsuler et puis qu'on va boire quoi. Donc c'est chouette. Alors t'as pu répondre à la question que je me suis posée tout à l'heure dans ma tête en regardant un petit peu ton site internet. Mais on mettra tous les liens pour que les auditeurs puissent aller s'intéresser à ce que tu fais, à la canette et tout ça.
Alors, C'est gentil. Et comme tu parles d'innovation, c'est effectivement une innovation parce que c'est quelque chose qui est unique au monde. J'en suis quasiment persuadé. J'ai pas été voir au fin fond de l'Asie ou de l'Indonésie si ça existait. Mais aujourd'hui, voilà, ça permet à des personnes qui font par exemple du sport en skatepark, qui sont amenées à essayer plusieurs fois des tricks, comme ils disent, eh bien, de continuer à faire ça en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, si tu files une trousse de secours rouge avec une croix blanche à un jeune, il y a des chances qu'il la cache bien au fond de son sac, voire qu'il ne la prenne pas, ou qu'il se fasse peut-être chambrer par ses potes. Là, aujourd'hui, sous forme de canette, c'est plus accessible et c'est plus sympa. C'est le but l'un des buts de l'émotion. Alors, question suivante, pour apprendre à mieux te connaître. Si tu devais choisir un moment de la journée, lequel choisirais-tu? Sans hésiter, la première heure de la journée, parce que c'est là où je suis le plus productif. Le matin, je peux accomplir un nombre de tâches, assez impressionnant à mon niveau. Si je dois le comparer au moment du soir, le soir, je suis au ralenti. Le matin, c'est là où je mets toutes les choses qui sont un petit peu administratives, les choses que j'ai pas envie de faire. Répondre à des mails importants, je fais ça le matin parce que la première heure de la journée, c'est là où je me sens le mieux et là où, les mots me viennent. Je n'ai pas de difficulté dans cette première heure et les premières heures de la journée. C'est un peu comme le soleil, du coup. Toute ton énergie. Peut-être bien. Au début. Un petit peu plus dur. Tu devais être un art. Lequel choisirais-tu? Si je devais être un art, je serais un art martial. J'ai pratiqué pas mal d'années des sports de combat quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, qui m'a canalisé, qui m'a donné confiance en moi. Et c'est quelque chose que je recommande à chaque jeune personne, ou au moins à n'importe qui de le faire une fois dans sa vie. Mais bon, quand on est plus jeune, on a plus de temps. Donc sans encore une fois hésiter, l'art martial pour choisir un art. Si tu étais une qualité, quelle serais-tu? Est-ce que tu prends la confiance en soi comme une qualité? Ouais, ça peut être une qualité, d'avoir confiance en soi. Pour la confiance? Alors je serais celle-ci. Je serais celle-ci parce que j'en ai été un petit peu démuni quand j'étais plus jeune. Dans ma vie familiale, quand j'étais petit, la personne qui accompagnait la vie de ma mère s'était forcée à ne pas me donner confiance en moi. Et c'est vrai que j'ai dû reprendre cette confiance avec de l'ambition et en voulant réaliser des rêves d'adolescent professionnel. Quand je l'ai retrouvé, c'est vrai que ça sert tous les jours. La confiance en soi, c'est quelque chose que j'aime bien véhiculer, que j'aime bien développer. Et comme je m'en sers tous les jours, toutes les semaines, c'est celle que je serai. Tu devais choisir un mot. Ce serait initiative. J'aime beaucoup ce mot et ce terme, initiative, parce que c'est ce qui va faire la différence entre plusieurs individus sur un même moment. C'est-à-dire analyser la situation d'une manière différente et prendre des décisions différentes. Ça m'a suivi au sein des forces spéciales et ça me suit encore aujourd'hui dans les connaissances et formations que je donne aux sportifs de haut niveau, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et face à une même situation, les gens ne réagissent pas de la même manière et c'est quelque chose qui me passionne. La capacité la capacité d'une personne à réagir d'une manière différente et à ensuite au débriefing savoir pourquoi elle a réagi comme ça, parce qu'elle a perçu des choses que on ne perçoit pas tous de la même manière. Donc initiative. Initiative, ouais. C'est clair, c'est un mot intéressant. Tu es le premier invité qui le sort spontanément, celui-là. Initiative. Une première. Une petite dernière. Donc, si tu devais choisir une saison de l'année, laquelle tu choisis et pourquoi?
je prendrais encore une fois sans trop hésiter l'été en relation avec le climat qui y règne, les températures, l'ambiance. Je suis originaire du sud de la France, du côté de Montpellier. Pour des besoins professionnels, j'ai passé 6 ans en Bretagne. Et c'est vrai que l'une des choses qui m'a manqué lorsque j'étais en Bretagne, c'était ce climat de température élevée. Et je ne veux pas me mettre tous les Bretons à dos au cours de cette réponse. J'ai beaucoup de copains en Bretagne et c'est un des sujets sur lesquels on se chambre tout le temps. C'est le sujet principal sur lequel on se chambre tout le temps parce que ces gens-là, mis à part avoir le climat en moins, et ils aimeront dire qu'ils ont le taux d'ensoleillement le plus élevé en France assez souvent, eh bien, c'est tout ce que pour moi ils n'ont pas. Le soleil et cette sensation d'été, de pastis, de jouer à la pétanque, parce que le reste, c'est des gens en or et très bienveillants. Merci pour ce petit portrait chinois. Aborder un côté un petit peu plus mental, je dirais. Et on va commencer par ton parcours. Quoi tu es le plus satisfait à ce jour dans ton parcours professionnel? Aujourd'hui, ce dont je suis le plus satisfait, c'est d'avoir réalisé ce que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune, d'avoir réalisé des rêves d'adolescent où moi je me nourrissais de reportages en lien avec l'institution militaire et plus précisément ces hommes des forces spéciales, des hommes que j'idolâtrais en étant plus jeune, quelque chose que je pensais être comme inaccessible. Et à force de volonté, d'acharnement, de préparation, j'ai réussi à concrétiser ces rêves. Et aujourd'hui, je fais encore et j'essaye de faire ce qui me plaît. Et c'est quelque chose dont je suis assez fier. C'est-à-dire que j'aurais pu utiliser mon passé professionnel pour trouver un travail assez facilement, mais non, j'ai choisi de créer quelque chose qui n'existe pas et où on ne m'attend pas. Donc c'est une des choses dans lesquelles je suis fier. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Ouais, c'est une phrase qui me fait réagir, bien entendu. Rendre possible l'impossible, c'est quelque chose qui, je pense, nous touche tous. Et moi, particulièrement, c'est, comme je te disais, j'idolâtrais cette partie, ce métier d'homme et de membre des unités spéciales. C'est des choses que je voyais à la télé, des gens qui font du parachutisme, qui font de l'hélicoptère, qui partent à petits groupes à l'étranger, au plus près du danger. C'est des choses que je voulais faire, mais que j'avais identifiées comme étant impossibles. Sauf que quand l'on sait ce que l'on veut et qu'on met tout en ordre pour réaliser ces choses-là, qu'on met bout à bout de la préparation, de la visualisation, tout ce genre de choses que tu connais, eh bien, je pense que au final, rien n'est impossible dans le sens où les efforts qui nous coûtent aujourd'hui valent le coup. Tu disais que tu avais voulu, dès très jeune, aller vers cette orientation professionnelle. Et je me demandais comment tu t'étais préparé, surtout qu'en plus, comme tu nous l'as dit, tu as échoué une première fois et puis tu y es retourné une deuxième fois pour réussir. C'est exact, ça a été pas jeune, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que moi je suis passé 2 fois par le filtre pour rentrer dans cette unité-là. Une première fois où j'ai été dépassé par les événements, où j'espérais réussir. Au final, ça a engendré une blessure physique où je n'ai pas pu passer au-delà parce que j'étais fragile, du moins plus fragile qu'aujourd'hui mentalement. Et j'y suis retourné 6 mois après à ces sélections physiques. Et là, j'y suis allé avec un mental différent, une mentalité différente, un état d'esprit différent, parce qu'il n'était plus question de pouvoir réussir, espérer réussir, mais y aller pour réussir quoi qu'il puisse en coûter. Donc ça m'a servi dans la préparation et sur place pendant les épreuves et les tests psychologiques d'endurance et tout ce que l'on peut voir sur les différents reportages.
Est-ce que selon toi, il faut se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur? Eh bien, il y a une phrase qui est dite dans plusieurs domaines qui est il faut échouer pour réussir. C'est quelque chose qui est vrai. Et moi, je suis plutôt partisan du fait de ne pas s'autoriser l'échec sous prétexte que ça fait grandir. C'est-à-dire que l'on y va, on va faire quelque chose. En particulier, là, c'était des sélections pour les forces spéciales, avec l'impossibilité d'échouer. Mais si jamais j'échoue, eh bien, à ce moment-là, grâce à un échange, à une communication avec des proches, ou alors avec un préparateur mental, on peut s'en servir en se disant, tout le monde ne réussit pas du premier coup, donc tu t'en sers et tu réussiras la première fois. Et par contre, je suis partisan du fait de se dire, l'échec, il n'est pas envisageable parce que dans les moments très difficiles, on pourrait s'accrocher à ça et se dire, bah c'est pas grave, si j'échoue maintenant, ça me servira par la suite. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi j'ai voulu abandonner plusieurs fois lors du stage que j'ai réussi et tous les gens qui passent par ces filtres veulent abandonner au moins une fois, deux fois, trois fois dans le mois de sélection. Tout le monde se demande au moins une fois par semaine qu'est-ce qu'il fout là parce que c'est pas des choses auxquelles on est préparé. Et au final de savoir verrouiller son mental permet d'aller au-delà et donc de ne pas, quand je dis verrouiller, c'est ne pas envisager l'échec. Quoi elle consiste, votre préparation mentale? Je parle de sessions où de sessions de semaines, de jours enchaînés où on ne dort pas beaucoup. C'est des choses auxquelles on peut pas se préparer, on peut pas s'infliger de ne pas dormir, ou alors de ne dormir que 1 heure ou deux par nuit pendant 3 semaines. Des moments à passer dans l'eau froide, de jour comme de nuit, à des moments où il fait plus ou moins froid, à des moments où on est plus ou moins motivé, des marches de plusieurs dizaines de kilomètres, et quand je dis marche, c'est en réalité une course, des sacs qui sont de plus en plus lourds parce que la fatigue, elle s'abat sur nous. Toutes ces choses-là prises individuellement, elles sont réalisables, on peut les encaisser, mais par contre, quand elles sont mises bout à bout et que les instructeurs qui sont passés par là avant nous actionnent ces leviers, et ils les connaissent très bien, eh bien, ils peuvent faire craquer n'importe qui, n'importe quel athlète, à condition qu'il soit un petit peu friable mentalement. Est-ce qu'il faut se donner le droit à l'échec selon toi? C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas d'accord avec la phrase qui dit l'échec est envisageable parce que ça fait grandir. Non, de base, il n'est pas envisageable. Et si jamais il y a un échec, parce qu'il en arrive tout le temps, grâce à une communication et à des échanges, on peut le relativiser et s'en servir pour devenir plus fort. Mais à la base, il n'est pas envisageable et c'est pour ça que ces unités spéciales sont si spéciales. C'est parce que tout est anticipé, tout est pensé au préalable. Et aujourd'hui, moi, je m'en sers typiquement dans ma nouvelle vie d'entrepreneur et de fondateur de Émotion parce que tout ce que j'ai appris pendant ces 10 années au sein de l'institution militaire, ça me sert aujourd'hui dans la préparation de réunions, dans la préparation des semaines de travail que je fais avec ma petite équipe. C'est des choses voilà, où je ne laisse pas l'échec ou alors une notion d'échec intervenir. C'est-à-dire que pour moi, un échec, ce serait rendre un document 2 heures après l'heure donnée. Pour moi, c'est un échec d'une petite mission, d'une petite tâche réalisée par un de mes collaborateurs. Si tu devais nous donner une définition du mot mental, ça serait laquelle pour toi? Je dirais que c'est un outil, un très bel outil, que l'on a tous la chance d'avoir, parce que c'est quelque chose que l'on peut contrôler, que l'on peut affûter, que l'on peut développer.
Et il y a des choses dans la vie que l'on ne peut pas contrôler et malheureusement qui ne sont pas faites de notre propre décision ou de nos propres souhaits. Et le mental, lui en l'occurrence, il est ajustable. On peut en faire quelque chose de redoutable pour réaliser des choses qui paraissaient insurmontables. Donc ouais, le mental, c'est un super outil. En plus, il existe plein de façons de le développer, comme par exemple grâce à ton métier, à toi, à des gens qui pratiquent la PNL aussi, des gens qui font du top, des techniques d'optimisation du potentiel. Donc ouais, le mental, pour moi, c'est ça. C'est clairement un outil qui nous aide à réussir ce que l'on souhaite dans n'importe quelle discipline, pratique ou domaine d'emploi. Tu nous parles des tops. C'est une méthode, donc la technique d'optimisation du potentiel. Vous y êtes formé dans l'armée? Oui, les forces spéciales commencent à se former depuis quelques années. Ça arrive. On est aussi formé donc pour mentalement, on est formé pour comment est-ce que l'on dit? Je connais pas le terme, mais si je te le décris, tu vas sûrement me le donner. C'est-à-dire que on peut passer à un moment de rigolade, à un moment d'extrême concentration dans la seconde, parce que la situation le demande, et c'est quelque chose que l'on travaille régulièrement, de pouvoir focaliser toutes ses compétences, son attention et ses capacités sur un moment T, alors que 2 minutes avant, on était en train de rigoler ou de plaisanter. Vous avez d'autres techniques de préparation mentale auxquelles on vous prépare? Oui, c'est vrai, les techniques de respiration, les techniques de visualisation sur lesquelles on est formé. Il y a aussi des techniques et des entretiens que l'on passe avec des préparateurs mentaux ou psychologues au retour de mission qui ont été un peu compliqués. Donc cette dominante de la préparation mentale, elle préoccupe l'armée et on a des outils à notre disposition. Et ça consiste en quoi, les outils dont vous avez à disposition? Eh bien, elle consistait déjà par la répétition, beaucoup de répétitions de mouvements, parce que de mouvements, de techniques, de compétences, parce qu'il faut être assez assez mobile, je dirais, dans ce domaine-là, dans le sens où toutes les situations sont différentes et donc il faut pouvoir mettre à disposition nos compétences matérielles et et tout ce que l'on sait faire sur des situations qui sont différentes. Elle était aussi dans l'échange avec les membres du groupe. On a tous des perceptions différentes d'une situation qui peut arriver, ou alors on peut vivre des événements différemment chacun. Donc c'était beaucoup de préparation mentale au sein du groupe, comme une matière qui était mise à disposition donc de l'équipe par cohésion. Est-ce que l'enthousiasme est primordial selon toi pour le mental? Oui, clairement. Enthousiaste, positif, tous ces mots, pour moi, ils sont
primordiaux. On doit être enthousiaste. C'est ce qui va faire avancer. J'ai lu quelque chose il y a pas longtemps qui est ne prends pas des décisions avec tes émotions, mais avec ton mental quelque part. C'est-à-dire que demain il y a un deal qui se fait pas, un gros deal qui se fait pas pour émotion. Eh bien, si je réagis avec mes émotions, je vais être abattu la journée, je vais peut-être ne pas avoir envie de travailler, alors que si je m'inscris dans une mentalité de positivisme, d'enthousiasme, eh bien, je vais pouvoir plus facilement passer cette déception et aller continuer de faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire aller au contact de ces sportifs, continuer à les former, créer d'autres contacts, accéder à d'autres réseaux et plus tard peut-être avoir une entente encore plus grande avec un magasin revendeur, avec une équipe de sportifs professionnels, avec une fédération. Donc pour moi, oui, si je le contextualise directement à mon métier, c'est primordial d'être enthousiaste. Comment s'est construit ta confiance en toi? Eh bien, elle s'est construite grâce à la réalisation de choses que je pensais, comme je te l'ai dit précédemment, pas possibles ou peu envisageables. Et le fait de réussir quelque chose donne confiance en soi, que ce soit réussir un examen au niveau scolaire, que ce soit gagner une compétition dans le sport, que ce soit réussir des sélections drastiques dans l'armée. Voir en fait toutes ces choses-là se réaliser, eh bien, donne un bol de confiance inimaginable. Et moi, cette confiance en moi, elle a été révélée à la fin de ces sélections et de ce stage commando marine lorsque j'avais 20 ans. Alors du coup, j'ai une question qui me vient. C'est tout à l'heure, tu as dit que à ton premier essai, tu t'avais échoué et que du coup, tu t'étais représenté 6 mois après. Comment tu as fait pour garder confiance malgré ne pas avoir réussi cette première fois? Eh bien, c'est grâce à des personnes que l'on rencontre. Et je suis persuadé que la vie de chacun est faite de rencontres. Moi, ça a été un des instructeurs qui m'a vu partir au bout des 3 semaines sur 4 de cette sélection, qui m'a chopé au détour d'un couloir lorsque j'avais fait mes valises et que je m'apprêtais à reprendre le train de la Bretagne vers le sud de la France. Et il m'a dit: Tony, dans 6 mois, je veux te revoir ici. Moi, je lui ai répondu: je sais pas, parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucune envie de revenir. Et il m'a dit: écoute, moi, ça m'est arrivé. Va t'aérer, laisse passer 1 semaine. Et dans 1 semaine, tu remets tout en marche pour réussir. Parce que là, si cette blessure n'était pas arrivée comme elle est venue, eh bien, on te prenait à la fin. Que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, ça met un petit coup de pied aux fesses. Et moi, ça m'a fait réaliser que en fait, je n'étais pas si loin que ça de réaliser mon rêve. Et c'est ce qui m'a permis de repasser ces sélections, de me repréparer et d'y retourner assez vite. Tu as su rebondir, on va dire ça, sur cet échec-là parce que voilà, quelqu'un est venu te booster, quoi. Il m'a donné une bonne parole à un moment, mais après, la parole ne fait pas tout, dans le sens où il me dit: Tony, il faut que tu reviennes. Mais ça veut dire revenir, ça veut dire soigner correctement cette blessure, ça veut dire se repréparer, refaire les démarches auprès de l'unité où je me trouvais pour aller à ces sélections de forces spéciales, sachant que quand tu loupes, eh bien, comme dans beaucoup de milieux, c'est mal vu de louper. C'est-à-dire que tu loupes, mais quand tu reviens, eh ben, tu es vu comme le mec qui a loupé. Donc ça veut dire se remettre en danger en demandant une nouvelle fois à repartir faire ces sélections. Donc effectivement, cette phrase, elle a fait tilt dans ma tête. Elle m'a donné un tout petit peu d'élan, mais la machine qui s'est mise en marche par la suite, qui était de la préparation physique, mentale, alimentaire, et tout ce que peut contenir une préparation de sportif de haut niveau, même si on n'est pas qualifié comme tel, elle s'assimile à ça.
elle a été possible parce que ce mec-là a coché cette case dans mon mental et l'a déclenché. Et du coup, j'ai pu mettre à profit une nouvelle fois cette motivation que j'avais en moi grâce aux paroles de ce mec. Mais c'est pas lui qui fait que je réussis, parce que entre le moment où il me dit reviens et le moment où je réussis, il se passe quasiment 1 an. Alors du coup, ce qui m'interroge, c'est que du coup, l'échec est en tout cas pas très toléré dans le regard des autres. Tu reviens, et est-ce que tu as dû t'affranchir du coup de ce regard des autres qui finalement peuvent te voir comme celui qui a pas réussi la première fois? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, s'affranchir de ça, et c'est là où c'est important d'avoir un objectif clair et détaillé et de s'y concentrer. C'est-à-dire que c'est toujours facile de pointer du doigt celui qui ne réussit pas. Dans mes formations pédagogiques pour devenir formateur et formateur de formateurs en secourisme, il y a un module qui m'a marqué, qui est enseigné par un des formateurs que j'estime beaucoup, Luc, si jamais il écoute ce podcast. Et Luc, il faisait un essai, enfin il faisait une démonstration au tableau. Il marquait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et il disait aux élèves, aux apprenants, qu'est-ce que vous pensez de cette suite de chiffres? Et tout le monde disait, tu as oublié le 7. Mais Luc, ce qu'il démontrait, c'est qu'il avait tout bien fait. Il avait juste oublié le 7 sur les 10 chiffres. Et l'humain est focalisé à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Il avait fait correctement une suite de chiffres jusqu'au chiffre 7. Il avait oublié le 7 et avait fait 8, 9, 10 correctement. Et dans la vie de tous les jours, c'est une métaphore qui est réelle et que l'on peut retranscrire. C'est-à-dire que pointer du doigt celui qui échoue, c'est facile, c'est démonstratif. Et pour revenir sur ma personne à moi, ce regard, je l'ai vu, mais moi j'étais persuadé à la fin de ce stage que j'avais les capacités pour le réussir, et je savais quoi faire pour tout remettre toutes les chances de mon côté pour réussir cette grosse échéance et sélection 6 mois après. Ok. Donc du coup, pour pouvoir aborder sereinement du coup ces 6 mois, donc du coup tu t'es préparé, et comment tu as fait pour rester positif et tout jusqu'à ce que tu puisses du coup refaire tes sélections? Eh bien, j'ai changé mon état d'esprit par rapport à cette épreuve et cette grosse difficulté qui m'attendait de nouveau. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire j'aimerais réussir, c'est un métier où peut-être je réussirais à obtenir ce béret vert grâce à mes capacités, j'y suis allé avec un mindset qui était je vais réussir, c'est comme ça que je dois m'entraîner, et s'il se passe quelque chose de compliqué, j'ai déjà vécu une partie de ces épreuves et ce n'est pas insurmontable. Même si sur l'instant on n'a pas envie d'être là, on a envie de partir, il suffit simplement de visualiser l'objectif final et rien n'est insurmontable parce que c'est le cerveau à un moment qui prend le relais du physique. Donc ça a été le changement d'état d'esprit qui a été primordial pour moi et qui m'a permis de réussir cette chose-là. Et c'est aussi ce qui m'anime aujourd'hui, dans le sens où je rencontre des difficultés toutes les semaines. Ça va de la non-concrétisation d'une collaboration jusqu'au refus, par exemple, de financement de formation. Mais c'est pas grave, l'objectif, il est beaucoup plus loin, il est défini pour moi, il est à long terme. Et c'est ce qui me permet d'avancer jour après jour, semaine après semaine. Souvent, j'associe les objectifs aussi à la motivation. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Des trucs pour me motiver? Eh bien, écoute, non, pas tellement, pas tellement. C'est établi dans ma tête, je sais où je vais. C'est des objectifs que je me suis fixés à moi-même. Je les visualise très bien, comme j'avais visualisé cette réussite pour entrer dans les forces spéciales. Et non, je n'ai pas de motivation particulière, pas besoin de regarder par exemple des vidéos de motivation ou autre. C'est quelque chose qui est ancré, qui est dans mon ventre.
Et c'est ce qui me fait bouillonner et ce qui me permet de rien lâcher n'importe quand, que ce soit sur un simple coup de téléphone ou à la rencontre de n'importe qui. Parce que j'ai les dents longues et je sais que personne ne travaille autant que moi. Donc ça me laisse serein dans la réalisation des objectifs. Tu te fixes un objectif final à atteindre et finalement c'est ton plan, quoi. T'as ton plan pour réussir, quoi. Tout à fait. Objectif final, travailler dur et faire confiance au processus. Différemment en fonction des aléas, quoi. Exactement, il n'y a plus que le temps qu'il faut différemment. C'est ce que je dis à la personne qui travaille avec moi à plein temps, qui s'appelle Brendan, qui m'a rejoint assez rapidement sur le projet au bout d'1 an et qui maintenant travaille à plein temps et que j'ai au téléphone tous les jours. Ce que je lui dis et ce que maintenant on se dit, c'est que on sait que nos objectifs vont se réaliser. Tout ce que l'on ne sait pas, c'est quand. La règle des 3 T. Talent, temps, travail. C'est ça. Est-ce que tu as déjà connu tout à fait. du stress ou de la pression dans tes missions? Oui, beaucoup, et c'est nécessaire pour savoir comment le dompter et comment vivre avec, parce que le stress, c'est quelque chose de très utile, c'est quelque chose qui nous permet d'être en alerte et de mettre à profit toutes nos capacités sur un instant défini. Donc oui, j'ai déjà eu affaire à ça de façon très violente, si je dois l'assimiler à la vie de tous les jours. Tu t'y es pris pour la gérer? Eh bien, écoute, encore une fois, on va tourner sur cet aspect de la confiance. Je dirais pas la confiance en moi proprement, mais la confiance en l'équipe qui m'entourait, la confiance en le travail que l'on avait fait et accumulé pendant les mois qui précèdent un départ, la confiance en le matériel, en mes capacités. Et tout ça réuni te fait dire que, eh bien, tu es prêt. Peu importe ce qui arrive, tu es prêt. Comme un sportif de haut niveau partirait à un championnat du monde ou alors aux Jeux Olympiques, il va avoir cette notion de stress, mais il est prêt. Il a été sélectionné, il s'est préparé. Donc, quelque part, se reposer sur ces atouts-là qui sont j'ai bossé, le stress est quelque chose de normal, donc je l'accepte, je l'emmagasine et ensuite, eh bien, avec des notions de respiration, de toutes ces choses-là que tu connais et qui sont véhiculées en technique d'optimisation du potentiel, on peut les diminuer. Par exemple, je fais le transfert sur les sports de combat. J'ai eu la chance de monter sur un ring pour de vrai, c'est-à-dire faire des combats en amateur. Et la pression que l'on ressent dans le couloir sorti des vestiaires jusqu'au ring, elle est indescriptible. Et la plupart des personnes, et moi le premier sur le premier combat, quand tu montes sur le ring, tu perds 20 à 25% de tes capacités parce que bah là, ça y est, c'est pour de vrai. Et donc la répétition de cet effort, je dirais, lié au stress, te fait deviner et anticiper ce qui va arriver, et tu peux travailler dessus parce que bah voilà, à la salle de sport, à la salle de boxe, je m'étais entraîné comme un dur, comme un dératé sur les exercices de cardio, de frappe, j'étais au niveau de ce qui se faisait de bien dans ma catégorie. Donc pourquoi stresser plus que ça? C'est l'événement. Donc pour répondre plus rapidement et précisément à ta question, c'est la notion de confiance dans tous les éléments qui t'ont mené jusque-là. Bah, tu t'es beaucoup servi des tops au final. Beaucoup, oui. Il y a aussi quelque chose dont je me suis servi dans mes premiers exercices liés à tout ce qui est aéro, donc le parachutisme, l'hélicoptère, le rappel, tout ça. Il y a beaucoup de notions de sécurité, de choses à faire pour eh bien mettre
tout ton matériel en œuvre et en sécurité, des mousquetons, des choses à vérifier. Et dans ces moments où moi j'étais un petit peu plus stressé que d'habitude par l'événement, je faisais confiance aux gens qui m'entouraient et je copiais quasiment ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que avant de monter dans un hélicoptère, en exercice, sur les premières fois où je l'ai fait, je regardais un des mecs que j'avais pour exemple dans le groupe parce que il était comme moi je voulais être plus tard, je dirais, il était installé depuis plusieurs années, il était charismatique, il était bon dans son métier, c'était un exemple. Et donc je regardais son équipement, ok, lui il a tout ça, moi j'ai rien oublié, prend son gilet pare-balles, il fait telle manipulation avec, il vérifie que ses chargeurs sont bien mis. Dans l'hélicoptère, il boucle bien son mousqueton. Au moment où il le fait, je le fais. Et en fait, je me suis servi aussi de cette technique miroir, je dirais, pour conforter ce que je faisais et pour vérifier que j'étais correctement en sécurité. Tu avais des exemples sur lesquels tu as pu être, comme tu disais, en effet miroir pour pouvoir te garantir que tu faisais bien comme eux, quoi. C'est ça, parce que voilà, on a tous une expérience différente dans ces groupes-là. Et donc le dernier arrivé, forcément, doit emmagasiner l'expérience très rapidement parce que tu n'as que 1 an de formation derrière toi, alors que eux ont déjà fait ces choses-là en mission et c'est devenu quelque chose qu'ils font quasiment par réflexe en faisant d'autres choses à côté. Donc au début, quand tu arrives, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé cette notion de stress lié aux activités d'entraînement. Et par la suite, effectivement, moi je suis devenu plus à l'aise avec ça et j'étais plus à l'écoute des jeunes qui arrivaient en leur disant c'est pas grave si tu ne sais pas. Par contre, t'as pas le droit de faire d'erreur, donc sois minutieux dans ce que tu fais. Et si tu as un besoin, viens vers moi et on échange là-dessus. Le grand frère, presque. Oui, mais quand je dis grand frère, c'est derrière. De bienveillance plutôt. Vous veillez les uns sur les autres, mais il y a aussi une. Voilà, pas ce. Un peu comme on pourrait faire dans une famille, quoi. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait, voilà, bien sûr. Mais voilà, la notion de grand frère, je l'ai reprise parce que quand tu pars en mission et que tu es confronté à un danger, à un ennemi, chacun par ses initiatives peut être le grand frère de l'autre. Donc chacun doit prendre ses propres initiatives et il n'y a pas de hiérarchie par rapport à la situation qui est en train de se passer. Si je te dis que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je dirais que tu as raison, Sébastien. La force mentale, elle s'acquiert en ne lâchant rien, évidemment. Et c'est vrai qu'en ne lâchant rien, par exemple, je vais faire la relation directement avec le sport de combat et sport qui est maintenant populaire, le CrossFit. C'est des notions de dépassement, un effort lié au dépassement. Et quand tu ne lâches rien et que tu es encouragé ou alors que tu réalises ces choses-là par toi-même, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas si difficile que ça, que 3 ou 4 minutes après, tu peux en rigoler parce que c'est fini. Et de te mettre dans l'inconfort comme ça, te permet de forger ce mental qui, comme tu le dis, ne rien lâcher, permet d'avoir un mental qui se développe. Tu es blessé, donc tu as certainement dû faire face à la douleur ou à certaines douleurs dans des missions. Je ne sais pas si tu as déjà été blessé. Est-ce que tu penses qu'il faut apprendre à supporter cette douleur pour aussi progresser ? Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que l'on veut réaliser. Moi, endurer cette douleur était nécessaire pour réaliser mes objectifs. Donc oui, ça valait le coup et il fallait endurer cette douleur, passer outre, comme on dit dans ces genres de stages ou ce genre de sélection ou ce genre d'environnement, se mettre sur off. Et donc ça va être selon la perception de tout à chacun, de qu'est-ce que l'on veut réaliser. Une personne qui a pour objectif de grandir au sein de son entreprise et de devenir quelqu'un d'important, la notion de douleur, peut-être que du moins douleur physique, elle va pas la rencontrer.
sports de combat ou dans des métiers un peu extrêmes, on peut être confronté à la douleur, quoi. La douleur dans certaines choses. Oui, et c'est super de passer outre cette douleur parce que, encore une fois, ça fait grandir et ça développe le mental et ça nous prouve à nous-mêmes que c'était possible et j'ai pu passer outre cette douleur pour faire quelque chose. Je pense par exemple aux pompiers. Si un pompier doit aller chercher un de ses collègues qui est coincé, eh bien peut-être que il va aller au devant de blessures et de douleurs, mais il ira parce que ça nécessite à ce moment-là. Effectivement, ça c'est faut y aller, quoi. S'il doit aller chercher son collègue coincé, c'est sûr qu'en plus il y a le feu ou autre chose. C'est sûr qu'il faut être efficace là. Faut pas penser à la douleur ou à autre chose, quoi. Il faut foncer Tout à fait. en étant focus sur les tâches qu'on a à faire et sans être parasité par les événements extérieurs. On arrive sur C'est exact. la fin de l'épisode. Et souvent, dans ce cadre-là, je laisse le mot de la fin à mon invité. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais nous dire et dire aux auditeurs pour conclure ce podcast? Eh bien, j'aimerais leur dire de ne rien se refuser et j'aimerais avoir l'opportunité aussi, comme tu me le donnes, de féliciter mon petit frère qui lui a réussi quelque chose d'impossible aussi à la base très récemment. Je peux pas en dire plus, mais s'il écoute, il se reconnaîtra. Et c'est quelque chose qui le faisait vibrer lui à l'adolescence. Et il a réussi ça aussi de son côté. Donc je pense que c'est transposable à chacune des personnes qui écoutera ce que l'on s'est dit. Avoir des objectifs élevés permet de réaliser des choses élevées. Donc ne rien se refuser, c'est la base d'une vie et du moins la base de la mienne. C'est entendu. Ce sera ton mot de la fin. Je te remercie en tout cas, Tony, pour le temps que tu nous as accordé. Et du coup, si tu veux nous dire où c'est qu'on peut aller oralement retrouver ta canette de secouriste, si tu veux redonner quelques liens, vas-y, fais-le, c'est le moment. Tout à fait. Eh bien, pour retrouver tout ce que l'on fait chez Émotion, c'est sur le site internet www.emotion.fr. Émotion avec un H, H-E-M-O-T-I-O-N. Les puristes auront la référence, c'est bien référence à l'hémorragie. On tient à jour également nos comptes et nos plateformes réseaux sociaux le plus possible pour communiquer. Donc sur Instagram, Émotion encore une fois avec un H.France. Et YouTube, on a une chaîne Émotion simplement. Grâce à ces liens, vous pourrez rentrer dans l'univers Émotion, c'est-à-dire voir le secourisme différemment, pouvoir vous doter de solutions que vous n'avez pas jusqu'à présent pour réagir à une chose imprévisible dans une zone parfois isolée et pouvoir ne pas être impuissant si jamais un membre de votre groupe, de vos partenaires d'entraînement ou de votre famille se blesse lors de cette sortie. Un grand merci à toi et puis écoute, on reviendra certainement vers toi dans peut-être la saison 3 pour savoir où tu en es avec Émotion. C'est gentil Sébastien, ce sera un grand plaisir, n'hésite. C'était Tony Bush, notre invité pour cet épisode de Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit avis sur les plateformes de diffusion telles que Apple Podcast ou Spotify et Kno-Minute, nos plateformes préférentielles. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode lundi prochain.